Et bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que ça va bien. Et bonjour Betty. Bonjour. Ah, voilà. Alors, déjà, je suis super contente que tu aies dit oui. Hein. Je préfère que tu dises oui que non. Mais c'est sûr. Alors, du coup, Betty Piccioli, tu es autrice et directrice littéraire de Festival de l'Imaginaire. C'est pas hyper Oui, commun, quand même, on peut dire. c'est vrai. Est-ce que juste C'est un poste, on est peu. oui, oui, je sais pas combien il y en a en France, c'est une vraie question. Je ne sais pas, parce que je ne crois pas que tous les festivals aient des directeurs littéraires. Non, ça dépend un peu de l'organisation du festival, des moyens de, comment dire, de l'envie et de la direction que les festivals veulent prendre. Donc ouais, je pense pas qu'on soit beaucoup. Et du coup, alors pour ceux qui, justement, connaissent pas du tout, est-ce que tu peux brièvement expliquer ce que c'est, histoire qu'au moins ils sachent. Alors, dans la culture, de manière générale, dans les festivals, tu as ce qu'on appelle une direction artistique, donc qui est là pour diriger vers quoi on tend au niveau artistique dans un festival, en fonction un peu d'une ce qu'on peut appeler une ligne éditoriale, etc. De plus en plus dans les festivals littéraires, on appelle ça une direction littéraire parce que c'est la personne qui va se charger de choisir les invités, de faire la programmation. Il y a vraiment un côté littéraire derrière, puisque moi, je m'occupe de choisir qui vont être les auteurs et autrices invités souvent de faire la programmation des conférences, des tables rondes, des temps forts qu'on va avoir sur le festival. Sachant que dans mon cas, c'est l'Ouest Hurlant, donc on a plusieurs pôles, même si c'est le gros du festival est littéraire. C'est un festival des littératures de l'imaginaire et plus généralement des cultures de l'imaginaire. Donc il y a aussi un pôle ludique, il y a un pôle exposition, il y a un pôle audiovisuel, voilà, il y a plein de choses autour de la littérature. Donc moi, je gère vraiment que la partie littéraire on a toute une équipe autour qui fait tout le reste, même si on est pas mal en symbiose entre nous et que les pôles se répondent beaucoup. Moi, j'ai vraiment que la partie littéraire à gérer. D'accord, t'as que la partie littéraire, mais j'ai l'impression que c'est quand même prenant, hein, comme, comme activité. Ouais, en fait, c'est un jeune festival. On a une trentaine d'invités, tout confondus, donc littéraires et audiovisuels, qui vont venir sur le festival. Donc voilà, moi j'ai ce truc-là à gérer de ces 30 invitations à faire on a une vingtaine de conférences, tables rondes, etc. À organiser. Donc pareil, c'est moi qui vais gérer ça. Je gère aussi l'animation des conférences, donc choisir qui vont être les modérateurs, voilà, qui va être compétent pour faire ça. On a aussi des prix littéraires dont j'aide pas mal, puisque je suis pas mal la vitrine ou l'interface entre les maisons d'édition et le festival. Donc du coup, c'est souvent moi qui vais gérer pour les prix littéraires qu'on a, la mise en relation pour l'envoi des services presse qui vont servir pour les sélections des prix, voilà, ce genre de choses. Donc oui, il y a quand même du boulot. Euh, Moi, je dirais que c'est un mi-temps pour moi maintenant sur Ah mon oui, année, même si c'est réparti, ça dépend des mois en fait. Par exemple, cet été, il y avait pas grand-chose à faire parce que bah, c'est l'été et le festival étant en fin avril, voilà, on a commencé à penser notre prochaine édition, mais il y avait pour l'instant pas beaucoup de choses à mettre en place. Donc ça dépend en fait des mois. J'en ai qui sont très chargés, notamment ceux juste avant le festival, bien entendu, où là c'est plus qu'un mi-temps, et d'autres moments de l'année où ça va être plus calme, quoi.
D'accord, donc du Voilà. coup, toi, tu organises quand même beaucoup ton écriture autour de cette activité. Voilà, pour quand même gérer ton temps, quoi. Ouais, maintenant, c'est vrai que Alors, c'est assez récent puisque ça fait même pas un an en fait que je fais ça. Donc oui, j'ai appris à gérer mon temps et je vais pas dire que ça m'est tombé dessus, mais l'opportunité s'est présentée de manière assez spontanée et j'y avais pas, enfin, je vais pas dire que j'y avais pas réfléchi avant parce que c'était un truc qui m'intéressait beaucoup, mais je pensais pas que j'allais faire ça tout de suite, quoi, que j'allais pouvoir avoir cette opportunité à ce moment-là dans ma carrière. Donc ouais, j'ai appris à réorganiser tout autour, ouais. Eh oui, oui, pas simple. J'imagine au début, ça a dû être un petit peu chaotique. Ouais, ouais, ça va. Honnêtement, ça va. Ça va Je peut-être parce m'attendais à, que je m'attendais à pire. tu t'attendais à pire. Oui, mais c'est peut-être aussi parce que depuis que tu as vraiment commencé à écrire professionnellement, bah, tu commences à connaître ton mode de fonctionnement et que du coup peut-être tu peux t'adapter plus facilement. Oui, et puis moi, c'est vrai que ça fait quand même quasiment 5 ans, je crois. Je crois que ça fait 5 ans cette année que j'ai arrêté d'avoir autre chose à côté. Ouais, c'était en 2018, en septembre 2018, donc ça fait 5 ans. Donc mon temps s'organise autour de l'écriture dans tous les cas depuis 5 ans. Du coup, ça libère quand même beaucoup d'espace mental et de Mm, liberté pour, euh, pour s'organiser dans son emploi du temps et ne faire que ça dans mes journées, quoi. mm. Et alors du coup justement, ce temps d'écriture, comment est-ce que tu l'organises? C'est-à-dire quand on va prendre à partir du début d'un projet, quand tu veux commencer un projet, euh, comment ça se passe? Voilà. Est-ce que c'est tout le temps des commandes ou est-ce que c'est genre une idée qui va faire pouf dans ta tête et tu vas te dire hop je vais me lancer ou comment ça se passe? Le tout début, la genèse d'une histoire, d'un roman, comment ça se passe? Alors moi, j'ai un peu les deux cas de figure, c'est-à-dire que j'ai des projets où je vais me mettre en relation avec des maisons d'édition et on va me commander quelque chose et si ça m'intéresse, je vais pouvoir me lancer et je vais planifier tant de semaines, voire de mois dans mon année qui sont réservés à tel ou tel projet. Et bah, j'ai imposé depuis quelques années, j'ai la chance de pouvoir faire ça, de signer un contrat avant et donc bah, de recevoir de l'argent avant d'écrire. Ça, c'est quand même plutôt agréable, même si en général, ça ne couvre absolument pas le temps Ouais. d'écriture, puisque c'est un avaloir de maison d'édition, mais c'est toujours mieux que d'écrire et de pas savoir si on va réussir à se faire publier Ouais. le bouquin. Donc voilà, je fais souvent ça. Je dirais, pendant un temps, j'ai fait que ça, pendant un an et demi à peu près, mais ça me convenait pas vraiment parce que j'avais aussi envie d'avoir mes projets à moi. Oui. euh, et voilà, même si je me suis approprié certaines commandes, il y a toujours ce truc de c'est une commande, donc c'est pas non plus mes bébés, mes idées. Et voilà, j'avais mes autres idées qui s'accumulaient en fait et que j'avais pas le temps Hmm. d'écrire. Ça devait être Donc frustrant. maintenant, j'essaie de. Ouais, c'est un peu frustrant. C'est un peu le revers de la médaille en fait, parce que je me disais, ben, de quoi tu te plains? Tu... Voilà, ton carnet de commandes est plein, donc Et c'est ce que oui, tu mais voulais. bon, Mais voilà, je il comprends faut. très bien. C'est vrai que c'est super d'avoir un carnet de commandes plein, mais en même temps, tu as toutes ces idées-là, comme tu le disais, hein, qui se stockent et que tu as envie de faire, malgré tout. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je retrouve un équilibre entre les deux. Donc, bah, j'ai commencé à fonctionner comme j'avais un peu de notoriété qui arrivait et que bah, les maisons d'édition me connaissent et notamment celles avec qui j'ai fait des commandes.
c'est plus facile d'arriver avec un projet, de dire, il n'est pas encore écrit, mais Merci pour le j'ai un follow. synopsis, j'ai les premiers chapitres, et voilà ce que ça donnera. Donc maintenant, Mm. j'arrive à fonctionner aussi comme ça, en proposant mes projets perso à des Ouais. maisons d'édition. Oui, sans En avoir plus, à les j'ai écrire en une... entier et tout ça. Donc Ouais, tu gagnes du temps, voilà, quoi. Mm. exactement. En plus, maintenant, j'ai une agente littéraire depuis 2 ans maintenant. Ça, c'est Donc tellement la ça classe. aussi. C'est Ouais, c'est tellement trop la bien. classe de fou, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment cool et ça facilite pas mal de choses. Mais là aussi, c'était un peu un coup de chance, hein, c'est-à-dire que euh, c'est il n'y a pas beaucoup d'agents littéraires en France, hein, on va Et pas se non. mentir. Et c'était une jeune agente qui est française, mais qui bossait aux États-Unis et qui voulait rentrer en France. Donc, elle est restée dans son agence américaine, mais elle leur a proposé, en plus de ses auteurs américains, d'ouvrir une branche française de l'agence. Donc, ils ont dit oui. Et du coup, quand elle est revenue en France, c'est quelqu'un qui avait bossé en tant que stagiaire à l'époque aux Imaginales. Mm. Donc, elle avait lu mon premier roman et Ami elle s'est imaginaire, mise c'est à me ça? suivre. Ami Ami imaginaire? imaginaire, ouais. Ouais. Ami imaginaire, ouais. Et du coup, elle avait bien aimé et elle s'est mise à me suivre sur les réseaux sociaux. Et donc, quand j'ai vu qu'elle était agente, je lui ai écrit en lui disant, est-ce que vous cherchez des auteurs? Et elle m'a dit oui, je viens de revenir en France et je cherche effectivement des auteurs, mais je fonctionne uniquement au coup de cœur. Donc, du coup, je lui ai envoyé, je crois que c'était Panique à Gémélia, qui était Mhm. sorti quelques temps avant. Et ben, elle a bien aimé. Et du coup, bah, je suis devenue sa première autrice francophone représentée par elle. Et donc, on a commencé à travailler ensemble, ce qui est plutôt cool parce que jusqu'ici, j'avais tenté avec d'autres agents, mais c'est vrai qu'il y en a tellement peu en France qu'ils Mm. sont un peu pris d'assaut. Ouais. Donc voilà, j'ai eu cette chance et c'est vrai que ça facilite quand même pas mal de choses dans mes rapports maintenant et ça me fait tout simplement une tierce personne avec qui réfléchir Mm. à mes projets et à ce que j'ai envie de prioriser et quelqu'un qui me motive sur certaines choses et qui me dit Mm. mais ça c'est trop bien, ça va marcher, ça ce serait trop bien pour telle maison d'édition, enfin voilà voilà qui est en soutien, en support, qui est assez cool pour moi en plus quoi. Oui, c'est presque comme une espèce de... alors, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est comme un assistant créatif. C'est quelqu'un qui va venir t'apporter des conseils sur ce que tu as fait ou voilà, discuter avec toi sur certains points des Mm. projets que tu as en tête et te donner des conseils par rapport à sa connaissance du milieu éditorial aussi. Exactement, ouais. Mm. En fait, il y a plusieurs aspects. Et en fait, c'est en fonction de l'auteur, c'est toi qui décides ce que tu as envie que ton agent fasse pour toi. Par exemple, moi, j'ai pas forcément besoin qu'elle me fasse de bêta lecture, etc. Mais parfois, je suis un peu paumée sur un projet et elle va relire et me dire ce qu'elle en pense. Mm. D'autres fois, j'ai absolument pas besoin de ça. Mais elle va être en soutien sur ce qui fonctionne ou pas en ce moment sur le marché. Mm. Euh, Par exemple, il y a pas très longtemps, j'avais un projet de romantasy, donc le truc vachement à la mode en ce moment. Vrai. Mais en fait, c'était pas de la romantasy au début, mais en fait, en discutant avec elle, je lui ai dit, mais en fait, enfin, je ferais mieux de transformer ça pour vraiment marquer le côté romance. Et elle me dit, bah oui, c'est ça qui, enfin, si on veut signer, ce serait la meilleure chose pour ce roman. Et donc voilà, c'est ce genre de choses. Elle connaît le marché en plus, elle, américain. Donc elle peut un peu anticiper sur ce qui va arriver en France. Oui. Donc c'est assez intéressant. Mais elle n'est jamais invasive dans sa façon de procéder. C'est toujours moi qui décide. Donc ça, c'est cool. De toute façon, ça c'est important, Et c'est même puis, vital, hein. Je pense qu'il faut. ouais, Voilà, c'est comme avec un éditeur, l'auteur reste l'auteur, quoi. C'est quand même lui qui décide, c'est lui qui doit décider de ce qui se passe dans son texte, quoi. Ça reste. C'est primordial à mon ouais, sens. exactement. Ouais, ouais. Donc
Donc du coup, le début d'un clairement. projet, la genèse d'un projet. Quand tu veux commencer un truc à toi perso. Attends, je t'ai pas bien entendu, ça a coupé. Ah pardon. Oui, Quand ouais. tu commences un truc à toi, perso, tes idées, tout ça, quelque chose que tu veux faire qui vient de toi, par quoi tu commences? Alors, moi, je vais commencer. Je dis souvent que les projets d'écriture, c'est un peu comme un tatouage, c'est-à-dire que, enfin, j'ai pas mal de tatouages, donc je fais bien le rapprochement entre les deux. Mais tu sais, au début, tu vas te dire, ah, tiens, j'ai envie de faire ce tatouage. Et en fait, tu as à peu près, on va dire, une chance sur deux, voire deux chances sur trois que une semaine après, t'aies oublié que tu avais cette idée ou que ça te paraisse être pas super comme idée, en fait. Et ben moi, les projets d'écriture, je les vois un peu comme ça, c'est-à-dire si quelque chose me vient en tête, il va falloir que ça reste dans ma tête, en fait. Si ça part, si ça ne se fixe pas, c'est que j'ai pas vraiment envie d'écrire sur ce sujet. Mhm, Donc, en général, je laisse mariner le truc mhm, plusieurs semaines à y réfléchir, etc. Et si vraiment je vois que ça prend, je vais prendre des notes de tout ce que j'ai comme idée pour ce projet. Genre, je vais vraiment tout écrire pour rien oublier. oui. Et puis, en général, je vais laisser ça de côté quelques semaines, voire quelques mois, parce que ben, la plupart du temps, je suis déjà en train d'écrire autre chose et potentiellement, j'ai un autre projet sur le feu derrière. Mhm. Donc, je laisse le truc décanter. Et si vraiment j'ai des nouvelles idées, je vais encore les rajouter, je vais tout noter. Et puis, le jour où j'ai enfin du temps pour m'y pencher, en général, je fais le synopsis. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les synopsis, mais moi, j'avoue, je me suis pas mal habituée à bosser avec un synopsis de départ qui potentiellement va vraiment beaucoup bouger pendant l'écriture, Mm. mais qui est quand même, je dirais, 70 à 80% de la base de ce que je vais écrire derrière. Et, euh, et donc, du coup, ça me force à vraiment penser le projet jusqu'au bout. Et par rapport à ces histoires de signer avec des maisons d'édition, en général, je vais écrire deux ou trois chapitres. Je vais prendre le temps pour ça et puis je vais mettre ça de côté, potentiellement chercher un éditeur, me lancer sur un autre projet plus abouti. Et puis, le jour où j'ai la chance de signer avec un éditeur, bah, là, je vais pouvoir l'écrire. Et qu'est-ce Alors, qui ça se fonctionne passe? pas exactement. Oui, vas-y, vas-y. Ça Ouais, fonctionne pas? ouais, Vas-y. ça fonctionne pas toujours comme ça parce que des Mm. fois, tu as des projets qui s'imposent un peu. Là, j'avoue que cet été, par exemple, j'étais censée bosser sur un projet et il y en a un autre qui s'est vraiment imposé et j'ai eu vraiment l'impression que c'était, tu sais, le truc de à l'école quand t'as pas envie de faire tes devoirs et tu vas faire n'importe quelle activité pour ne pas faire tes devoirs. Donc c'était assez rigolo parce que du coup pour pas écrire ce bouquin où j'étais censée le finir dans l'été, j'ai passé mon temps à écrire un autre bouquin qui était vachement plus fun, qui était pour les enfants et tout, et c'était vachement rigolo. Et alors j'en ai écrit que la moitié, mais il n'empêche que j'ai abouti à un truc beaucoup plus abouti que ce que je pensais, puisque j'étais partie sur je fais le synopsis et deux, trois chapitres pour montrer aux éditeurs, et puis c'est tout. Au final, j'ai écrit la moitié du livre, Mm. T'as été emporté et par le j'ai très envie truc. de continuer à l'écrire. Ouais, en fait, Ouais, ouais, ouais. t'as trop envie et tu sens qu'il faut que tu l'écrives, même si t'as pas encore fait les Ouais, démarches et que tu sais pas si quelqu'un va te le prendre ou qui ou comment, quoi. ouais, c'est ça. Après, comme c'est de la jeunesse et que c'est assez court, c'est vraiment volontairement un format très court qui fait moins de 100 000 signes. Tu vois, je me dis, au pire, je n'aurais pas passé trop de temps non plus. C'est pas un pavé de 400 000 signes Oui, c'est sûr. qui va dormir dans un tiroir, quoi. Ah oui, oui, ça c'est Mais vrai que c'est terrible, le hein. but, c'est... Si tu mets, j'en Ouais, sais rien, mettons, tu travailles pendant une année entière, presque à temps plein, que tu écris, j'en sais rien, 600 pages.
de te dire que ça va pas bouger de ton tiroir, oui, j'avoue que je le vivrais pas bien du tout. Ouais, non, c'est compliqué, hein. Bah, c'est surtout que quand tu écris, enfin, en tout cas, quand un auteur professionnel, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui vit de l'écriture, écrit, ben c'est pour être publié. C'est pas pour que ça dorme dans un tiroir, parce que y a plein de gens qui écrivent pour eux, ils se foutent complètement qu'on les lise ou pas, juste ils écrivent parce que ça leur fait plaisir, et à ce moment-là, ben, il y a zéro souci. Mais c'est vrai qu'au final, bah, quand tu écris pour être publié, avoir un bouquin qui dort dans les tiroirs, c'est moche. Ça, c'est voilà, Mm. c'est pas le truc cool. Et justement, qu'est-ce que là t'en es à quoi? À peu près la moitié, c'est ça? Du projet jeunesse? Ouais. Où t'as fini? Non, Euh, ouais, c'est ça. La la moitié. moitié à peu près, ouais. Et Mais du coup, là, je suis en train de le relire, de mhm, relire les chapitres qui ont été écrits et je vais l'envoyer à mon agente parce qu'on s'est mis d'accord sur le fait que vers mi-septembre, elle enverrait ce projet à plusieurs maisons d'édition parce qu'il y a toute une stratégie d'envoi. Bien entendu, on n'envoie pas pendant l'été. Et là, on attend mi-septembre pour que la rentrée soit passée et que les éditeurs soient pas trop la tête dans le guidon, quoi. et oui. Et moi, avec l'objectif de relancer mon visuel, enfin, en face à face, à Montreuil, fin novembre, début décembre. Oui. Donc, il y a toute une stratégie derrière. Ah non, mais c'est pensé, hein. Hein, on voit que c'est son métier quand même, voilà. Ah bah oui, hein, j'avoue, Enfin, elle a déjà ce truc, mais moi, c'est vrai que je le faisais déjà pas mal avant. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup servi des festivals pour aller démarcher et j'ai obtenu des contrats comme ça, hein. Mais donc du coup, là, tu vas l'envoyer dans un stade beaucoup plus avancé que c'est d'habitude. Ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose, tu sais vers quels éditeurs ça va être aiguillé, ou c'est quelque chose que tu sais pas forcément, c'est des maisons d'édition que tu connais, avec qui tu as déjà travaillé, ou il va y avoir des tentatives de nouvelles expériences éditoriales ailleurs. Alors, un peu des deux, c'est-à-dire que c'est un format particulier que moi j'ai découvert ben, justement avec l'Ouest Hurlant. C'est les petites séries jeunesse en fait. Il y en a de plus en plus qui sont en mode illustré. Donc, tu as des. Estelle Faye en a sorti une il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Les Magies de l'Archipel. Il y a David Brie aussi avec Les Héritiers de Brizen. Et là, il en sort encore une autre. Et c'est vrai que ce format me plaît bien parce que tu es sur des romans courts avec Hmm, 3-4 tomes et des illustrations. Et oui. c'est pour les 8-10 ans. Et c'est vrai Mhm, que moi, j'adore écrire pour les 8-10 ans. Et ce format-là me plaît bien. Donc en fait, après l'Ouest Hurlant, j'ai discuté avec mon agente et je lui ai dit, franchement, j'aimerais bien écrire une série comme ça. euh, et pour un gros éditeur, quoi. Pas, enfin, parce que c'est souvent les gros éditeurs qui font ce genre de série. Et il se trouve qu'elle a les contacts pour ça. Et donc, je me suis mise à réfléchir à des thématiques. Et j'en avais déjà une en tête. Et donc, ça s'est décanté comme ça. Et du coup, on tape haut dans les soumissions sur des grosses maisons d'édition dans un premier temps. Et hmm, ensuite, elle fera, si ça marche pas, une deuxième vague avec des maisons d'édition de moyenne taille. Voilà, ok. on va voir comment ça fonctionne. Euh, mais j'avoue que je l'ai orienté dans ma façon de positionner le bouquin et dans les thématiques, etc., assez stratégiquement. Ce que je fais pas toujours, mais là, pour le coup, c'était un peu l'idée, quoi. Hmm. Mais du coup, je sais plus avec qui j'avais cette discussion. Mille excuses pour la personne, mille excuses pour la personne que j'ai interviewée sur ce sujet, mais euh, on avait discuté de la difficulté à,
à trouver son lectorat quand on en changeait souvent. Alors, Mm. bon, je peux pas dire que tu en changes souvent parce que tu fais quand même pas mal de jeunesse 8-12, mais aussi du plus âgé. Mm. Parce que quand même, Chromatopia, c'est quand même plus ado que, Mm. que 8-12. Après, tu me dis si je dis des bêtises, hein, mais Non, non, c'est clairement 15 ans, 15 plus, quoi. ouais, voilà. Euh, Est-ce que... Et bon, à mon avis, je pense que Urbex Mortel, c'est pareil, hein, c'est comme No Sex Club, c'est plus ado que jeunesse. Clairement, Euh, ouais. et voilà, j'en discutais, et c'est vrai qu'on se disait, bah, à chaque fois qu'on change de lectorat, bon, bah, il faut reprendre contact avec ce lectorat qu'on a mis un peu de côté pendant un certain temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou pas du tout parce qu'au final, tu as eu quand même un calendrier de publication très chargé et du coup, bon, ça va, t'as pas eu suffisamment de temps entre deux publications pour que tu te sentes oublié, entre guillemets, par le Bah, c'est lectorat de cet âge-là, quoi. c'est vrai que c'est une problématique qui se pose et et sur laquelle j'ai déjà discuté avec d'autres auteurs, mais je suis pas sûre que ça fonctionne tant par lectorat. Enfin, j'ai des gens qui me suivent, mais je pense des différents lectorats sur les 8-12, ben c'est beaucoup de parents qui vont suivre. Donc, tu as aussi le fait que les enfants vont grandir. Donc, un livre de toi qu'ils ont lu à 10 ans, bah, 3-4 ans plus tard, ils peuvent lire les autres pour les plus âgés. Donc, je pense qu'il y a quand même un truc où le lectorat suit un petit peu. Et puis, moi, j'ai un peu l'impression d'avoir plusieurs lectorats. Et aussi, tu as des gens, ils aiment bien, quand ils aiment un auteur, ils aiment bien lire tout ce qu'il fait. Donc, que ce soit du jeunesse, que ce soit de la romance, de la fantaisie. Oui, mais Enfin, tu ça vois, va il n'y a être un pas public de. plus adulte. Tu sais que Oui, si t'as des parents qui achètent Panic à Gemelia, bon, il faudra quelques années avant qu'ils achètent Chromatopia. oui, c'est sûr. Mais ouais, non, mais c'est vrai. Après, enfin, moi, je le vois en salon, le fait d'avoir différentes tranches d'âge, au contraire, Hmm. tu intéresses des gens qui. Enfin, souvent, tu as. T'as des exemples, moi j'aime bien, t'as souvent des grands-parents qui passent et en fait ils vont regarder tes bouquins et ils Hmm. vont se dire alors ça c'est pour mon petit-fils de 8 ans, ça c'est pour ma petite fille de 15 ans, tu vois, enfin il y a toujours ce Ouais. truc un peu qui est aussi un peu intergénérationnel entre guillemets. Donc justement moi j'ai l'impression que quand tu as quelqu'un qui passe devant moi en festival, potentiellement, je peux proposer quelque chose qui lui convient, que ce soit en type de genre, en type d'âge, etc. Oui, parce Parce que que tu c'est auras vrai une qu'en plus, palette. ouais, voilà, c'est ça. En plus, je change beaucoup de genre aussi littéraire. Oui, j'allais y J'avoue. venir. Ouais, non, mais voilà, j'ai pas de genre un peu fixe. C'est vrai que j'adore l'imaginaire, mais au final, je me rends compte que même moi, hein, j'ai un peu envie de tester tous les genres, en fait. Oui, et puis tu as écrit aussi du livre-jeu, ce qui est pas si commun Mm, voilà, pour un auteur de roman. ouais. Voilà, tu fais quand même les deux. Et à ce propos, juste je glisse l'info que tu as aussi fait une formation qui est disponible sur l'école de Cécile Duquesne. Que vous trouvez tout ça en ligne, hein, c'est disponible. Voilà, c'est payant, je préviens quand même. Euh, et c'est sur le livre-jeu, donc comment écrire un livre-jeu. Et je l'ai trouvé très sympa, d'ailleurs, je l'ai faite. J'ai suivi la formation parce que je veux tout Ah, savoir. cool. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Je suis un chat, donc je veux savoir. J'ai suivi toutes tes recos de jeux vidéo, bien sûr. Ouais. Euh, Ouais, les jeux vidéo narratifs, beaucoup. oui, 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 oui. Oui,
il y a de très 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 bonnes choses effectivement. Malheureusement, j'ai pas le temps nécessaire pour m'y plonger autant que je voudrais. C'est voilà, je suis un peu frustrée de ce côté-là. Je ne joue pas autant que ce que je voudrais, mais voilà. Donc les gens, allez voir. Surtout si vous voulez savoir comment on écrit un livre-jeu et que vous savez pas forcément par quel bout vous y prendre. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Donc voilà. Mais du Merci. coup, ah ben merci pour, je ne sais pas ce que c'est, si c'était un follow ou autre chose, mais merci. Euh, pour le roman, en tout cas, moi je comprends tout à fait cette envie d'aller à droite, à gauche, piocher, tout ça. Le nom de la formation, c'est, je crois que ça s'appelle juste Comment écrire un livre-jeu, Euh, et c'est sur l'école non, c'était d'écriture de Cécile Duquesne. Je crois qu'on avait parlé de d'écriture interactive dans le titre. Je sais Ah, plus l'écriture exactement. interactive. En tout cas, Ouais. c'est euh, je crois que ça s'appelle École d'écriture 2.0. Je l'écris dans le chat. L'école d'écriture 2.0 de Cécile Duquesne. Et là, vous trouverez toutes les infos sur toutes les formations. Et comme de toute façon, Betty n'en a fait qu'une seule, je crois, Oui, voilà, ce sera pas dur à trouver. non. Voilà, pas d'erreur possible. Bon, après, tu peux en écrire deux ou trois de plus, et comme ça, les gens les achèteront toutes, et voilà. Non, mais en plus, les formations de Cécile sont super. Il y en a plein d'autres hyper Il y a intéressantes. plein de sujets, il y a plein de... Voilà, jetez-y un coup d'œil. Euh, il y a des choses très intéressantes, c'est bien, c'est très bien structuré. Mm. Et voilà, faites-vous plaisir. Elle fait des promos régulièrement en plus, alors abonnez-vous à sa newsletter et vous aurez toutes les infos. Je peux Ouais, pas vous dire exactement. mieux. Et donc moi j'ai une question qui me taraude quand même par rapport à tout ce que tu me racontes depuis le début. C'est qu'est-ce qui se passe quand tu as envoyé tous ces projets aux maisons d'édition, ces projets qui te tiennent à cœur, hein, puisque tu as commencé à les écrire, tu t'es quand même investi, et tu veux pouvoir les mener à bien. En tout cas, j'imagine. Mm. Ça paraît logique. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe quand t'as pas de réponse ou qu'on te dit non? Eh ben, c'est une bonne question. C'est vrai que du coup, j'ai tendance à compartimenter le truc parce que je me dis, faut que je patiente. Donc, en fait, j'ai écrit en général le synopsis, deux, trois premiers chapitres, et je me dis, bon, ça, je le mets de côté et je fais autre chose. Et donc, à force, j'ai quand même plusieurs romans qui sont un peu comme ça, dans l'attente. Euh, et certains depuis longtemps. Donc, plus ça avance et plus tu te dis, bon, celui-ci, il risque de jamais s'écrire, en fait. Euh, alors, il y a des projets où ça va plus ou moins me toucher que d'autres, hein, on va pas se mentir. Euh, mais soit je continue d'attendre pour des raisons X ou Y. Par exemple, là, ça fait plus d'un an que j'en ai un qui est en soumission chez plusieurs maisons d'édition. Et en fait, mon agente me dit de continuer à patienter parce que on lui a dit dans ces maisons d'édition que un tel était parti en année sabbatique et que en son absence il n'y avait pas de gestion des manuscrits, Oh, où elle me dit en fait elle sait que telle éditrice pourrait être intéressée, mais il faut surtout pas la relancer parce que sinon elle le prend mal. Donc oh là là. on attend qu'elle réponde. Enfin voilà, il y a des voilà, elle a forcément elle a des clés de compréhension que j'ai pas. Donc je continue d'attendre. Après, le projet par exemple de Romantaisie, on l'a envoyé dans pas mal d'endroits et il a été refusé dans pas mal d'endroits pour diverses raisons. Mais je désespère pas et elle non plus euh, parce que on va le retravailler un peu. En fait, il y a toujours un truc où l'avantage, c'est que maintenant, j'ai des retours détaillés. Donc, quand c'est non, c'est un non argumenté, ce qui est très compliqué à avoir, notamment en début de carrière. Mais Hmm. maintenant que j'ai une carrière euh,
bien installée, entre guillemets, et qu'en plus j'ai une agente, je suis quasiment certaine d'avoir des retours argumentés et assez rapides en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ben, je sais que voilà, quand on me fait 5 fois la même réflexion sur un texte, je sais Mm. que potentiellement, il va falloir que je le retravaille d'une certaine manière pour que ça colle. Et comme c'est juste les premiers chapitres et un synopsis, bah, c'est pas trop compliqué à retravailler, quoi. Donc, il y a soit le fait que je continue de patienter, soit le fait que je retravaille le truc, soit que c'est vraiment pas le bon moment. Voilà, c'est un peu ça le truc quand tu attends comme ça. Mais après, c'est vrai que j'ai tendance à avoir plusieurs projets en même temps. Là, je pense que j'en ai 3 ou 4 qui sont en tentative de soumission éditoriale, là. Mm. Donc, ça aide à patienter parce que du coup, Et oui. t'en attends tellement des différents que c'est un peu le premier qui se débloque qui va être mon prochain projet, quoi. Ouais, mais Donc, je trouve que c'est quand même. Enfin, tu vois, moi, je me projette un peu là-dedans. Je me dis, qu'est-ce que je ressentirais si j'étais dans cette situation-là? Et je pense que je deviendrais zinzin. Parce que je commencerais à me dire, bon, les gars, bon, bon, là, il y en a 10 qui sont sortis, là, qui attendent, là. Maintenant, ça suffit, là. Ça commence à bien faire. Vous sortez les doigts maintenant, hein? Je pense que. ouais, c'est vrai qu'il y a un peu un truc comme ça où tu te dis, mais en fait, du coup, pourquoi je suis bloquée là? Ça marchait bien, et là, d'un coup, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai pas de contrat signé. Alors, il y en a un qui va signer bientôt pour une commande. Donc ça c'est bien, ça va m'occuper jusqu'à la fin de l'année. Mais je me dis, mais en fait, t'as rien signé depuis des mois. Enfin, au début, ça m'angoissait vachement. Et après, j'ai un peu relativisé, notamment parce que bah, entre le festival et en fait, je fais aussi beaucoup d'ateliers, de rencontres avec les scolaires et tout. Euh, je suis pas Ah à oui, t'es la rue en occupé? fait financièrement et je suis occupée. Et en fait aussi là, le fait de ne pas avoir déjà signé des choses et d'avoir déjà des commandes pour les 6 mois ou un an à venir, j'ai un truc où je me dis, ouais, je suis libre d'écrire ce que je veux. Donc Mm, du coup, effectivement, j'ai avancé un vieux projet que j'avais mis de côté. Je l'ai avancé mm. cet été, même si ça a été plus compliqué que prévu. Il y a ce nouveau projet, voilà. Donc en fait, euh, ça me permet aussi plus de liberté dans mon écriture. Mm. Mais il y a quand même un moment où je me dis, va falloir que ça se décante là. Enfin, je peux pas finir 2023 sans avoir signé au moins un contrat. Donc, je sais que je vais en signer un là dans les semaines à venir, mais ça reste de la commande et c'est pas l'un des 4 Et oui, c'est ça. projets qui est en cours. Mais bon, je désespère pas parce que je sais que beaucoup de choses peuvent se débloquer et dans ce métier, Ouais. tu t'en rends compte, ça se débloque souvent d'un coup. Ouais. Donc tu vas patienter pendant 1 an, 2 ans, et tu te dis putain, je suis nulle, tout est foutu. Et puis au final, d'un coup, tu vas signer 3 contrats. Mm. Et c'est un peu, ouais, le temps éditorial, il est assez long et assez Ouais. complexe. Ouais. Mais Donc ouais, faut s'armer de patience. ouais, c'est vrai. Mais je dois avouer que dans ce combat, parce que je trouve que ça reste, c'est un combat, dans cette lutte pour trouver un éditeur pour ces projets, j'ai quand même le sentiment que l'agent ou l'agente est vraiment d'une aide extrêmement précieuse parce que euh, quand on est tout seul à envoyer nos projets à droite, à gauche, machin, on ressent vraiment cette solitude. On se pose plein de questions, comme tu le disais, l'agent ou l'agente, en fait, il ou elle a des réponses. En fait, à plein de Mm, questions que toi, tu te poses. Parce que Yel sait, en fait, voilà, lui, il faut pas lui parler pendant que il est en vacances aux Maldives. Elle, bon, là, tu comprends, c'est pas son jour. Euh, enfin, il y a toutes ces choses que nous, on ignore, mm, qui sont un poids terrible parce qu'on se pose plein de questions qui sont toujours sans réponse. Et ça finit par ouais. peser, peser, peser. Et ça, au final, c'est quand même quelque chose qui t'est épargné grâce à ça, grâce au fait d'avoir un agent. Et c'est quand même, Mm. enfin, j'ai le sentiment que c'est un gros plus, quoi. Ouais,
ouais, clairement, c'est un gros plus. Après, ça n'a pas accéléré mon nombre de contrats signés. Enfin voilà, il n'y a pas eu de changement notable de ce côté-là, mais c'est plus que oui, ça m'a enlevé un poids Hmm, et ça m'a aussi conforté dans certaines directions hmm, et appris que d'autres directions étaient peut-être pas les bonnes à prendre. hmm. Et c'est vrai que moi, j'ai fait un boulot de réseautage pendant des années et des Ouais. années. Après, moi, j'ai une formation de base en politique, donc en fait, j'ai un peu réutilisé ça dans le milieu littéraire. Et honnêtement, c'est ça qui a fonctionné. Et Hmm, après, c'est une chance hein, de pouvoir faire ça parce que je sais qui il faut approcher et comment et avec quel type de diplomatie, etc. Et je sais très bien que c'est pas donné à tout le monde. Mais, euh, mais voilà, quand je suis arrivée dans ce milieu, je me suis dit, tu pars de zéro, tu n'as aucun réseau, tu n'es pas, tu ne connais personne, tu n'as pas un père éditeur, oui. une grand-mère qui bosse je sais pas où. Enfin, tu vois, voilà, j'étais vraiment totale novice. Et je me suis dit, bah, va falloir se sortir les doigts, effectivement, et apprendre à connaître l'écosystème de ce milieu Hmm, pour arriver à t'y insérer, quoi. ouais. Donc, Mais ça a pris du temps. je pense qu'il faut pas non plus sous-estimer la chance. Dans Ah le oui, milieu, alors dans tous les milieux ça compte, mais dans le milieu éditorial, j'ai quand même noté que ça comptait beaucoup. ah Euh, oui, oui. voilà, moi je sais que j'aurais jamais été édité s'il n'y avait pas eu un minimum à la fois de culot, c'est-à-dire bah, de se dire, eh ben, Osef, si je pense que je suis nulle, je vais quand même proposer mon truc, voilà. Et puis le côté, ah ben, vous arrivez au bon moment, c'est cool. Mm, Voilà, il y a ça. C'est-à-dire que je pense que la chance, il faut pas la sous-estimer. Elle compte pour beaucoup parce qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans l'édition d'un livre. Il y a trop de choses que nous, on ne sait pas sur mm. bah, tout ce qui se passe dans les murs d'une maison d'édition, les projets qu'ils ont en cours, les trucs qu'ils veulent signer dans les 2 ans à venir que personne ne sait, voilà, parce qu'ils n'en ont pas parlé. Mais bon, bah, c'est à l'étude et donc ils vont rien prendre de similaire. Enfin, toutes ces choses-là, que nous on ne sait pas. Et donc ouais, on a besoin de la chance. On a besoin de la chance pour être là au bon moment, pour parler à la bonne personne. Et ça, Ouais, c'est, on maîtrise tellement pas. ouais, non, mais c'est clair. Non, mais clairement, après, comment dire, alors j'aime pas trop cette phrase de la chance, ça se provoque, mais quelque part un peu parce que perso, mes premiers bouquins, quand j'ai tenté de me faire éditer, bah tu vois, j'ai envoyé Ami Imaginaire, je l'ai envoyé 2 fois à une vingtaine de maisons d'édition pour qu'il y en ait une qui me dise oui à la fin. Mm, Donc c'est vraiment le truc où ouais, tu t'acharnes. Franchement, c'est vraiment de l'acharnement et effectivement tomber au bon endroit au bon moment, ouais. quitte à effectivement se répéter un peu et revenir à la charge et trouver comment le faire pour pas que ce soit du harcèlement. Enfin voilà, il y a, il y a tout ce truc-là. Et c'est pour ça que perso, les festivals m'ont beaucoup aidé parce que à force en fait d'être là et de faire des speed editing, d'aller discuter sur des stands avec des auteurs, d'aller voir des conférences, etc. Tu connais un peu les gens et les gens voient qui tu es aussi. Donc, ton manuscrit, au lieu d'être un manuscrit anonyme dans une pile de 50 manuscrits, il a un tout petit point rouge dessus en mode attends, mais c'est la nana que j'ai croisée aux Imaginales il y a 3 mois et qui m'a parlé de son bouquin. Mm, Voilà, tu oui, arriver à perdre un peu cet anonymat un tout petit peu oui, peut aider oui, oui, ça, à ce que tu aies un tout petit peu plus d'attention mise sur toi ça c'est et vrai. des opportunités. Mais Oui, c'est vraiment pas évident et effectivement, il y a beaucoup de facteurs chance d'être au bon endroit au bon moment. ouais, et c'est vrai. Et alors, ça, c'est encore plus terrible hein, pour les gens pour qui c'est difficile. Mais
réseauter, comme tu le disais, parler aux gens, les rencontrer quand c'est possible, mais en tout cas leur parler, et il y a plein de façons de pouvoir leur parler, hein. Mm. Ça compte pour beaucoup. Ça compte vraiment pour beaucoup. Et ça c'est frustrant parce que bah, il y a des gens pour qui c'est vraiment très très difficile. Ouais, Et j'ai vraiment le sentiment que quand tu le fais pas du tout, eh ben, tu réduis tu réduis le nombre de chances que tu pourrais avoir. Ce qui, ouais. voilà. Mais bon, Et non, voilà, on n'est pas égaux, on le sait. Voilà. ouais. Et puis ça a un prix aussi parce que bah, moi perso, quand je faisais 4 ou 5 festivals dans l'année, en tant que visiteuse, bah, en fait, ça coûte de la thune de se déplacer dans toute la France et de prendre un hôtel à chaque fois, etc. Enfin, Ah bah oui, c'est pour ça que je le fais pas. je, Ça coûte ben trop voilà. cher. Non, mais tu vois, je le faisais quand j'avais un autre boulot à côté et que j'étais célibataire avec un petit loyer. Enfin, tu vois, voilà, j'avais de quoi mettre un peu de côté. C'était mes loisirs et je le faisais, tu vois. Et aujourd'hui, je le fais plus. Mm. Si je suis pas invitée sur un festival, j'y vais pas. Enfin, j'ai pas les moyens Bah ouais. d'aller sur les festivals où je suis pas invitée, quoi. Mais effectivement, j'ai pu le faire parce que j'étais dans une situation plutôt tranquille. Et pareil, quand j'ai décidé de quitter mon ancien métier, etc., j'ai profité d'un moment où j'étais en CDD et j'avais possibilité de mettre fin à ce CDD, enfin, de pas le renouveler Mhm. et je pouvais avoir 2 ans de chômage. Et je me suis dit, bah, si je le fais pas maintenant, à ce moment précis où je peux avoir ces 2 ans de chômage, Ouais. et où je suis effectivement célibataire, sans enfant, avec un loyer pas très cher, et j'avais quoi? J'avais 26 ans ou 27 ans à l'époque. Je me suis dit, je le ferai jamais. Enfin, si c'est maintenant ou jamais, quoi. Mm. Et ça a été un pari compliqué. Et comment dire, quand j'ai annoncé ça à ma famille, c'était le déluge, quoi, l'apocalypse. Attends, Ouais, mais tu donc sais, ça fait. mais les parents, non, non, mais alors là, non, attends. Oui, les parents se font du souci pour leurs enfants. Voilà. Non, mais oui, c'est normal. Toi, je vais te C'est dire, hein, normal, mais si tu veux, moi, mes voilà, enfants sont ça fait grands et ils ont trouvé du boulot il y a pas longtemps et je continue à me faire du souci pour eux en mode ah ouais mais bon mais qu'est-ce qui va se passer quand ils seront à la fin de leur contrat machin. C'est bon, moi je psychote de ouf en permanence quoi, laisse tomber. Eh oui. La vie de parent quoi, c'est nul ça aussi. Voilà. Auteur c'est nul, la vie de parent c'est nul. Merde, fais chier là. C'est pourri, tout est pourri. Non, mais, non, mais tu vois, le truc, effectivement, moi, j'ai Eh pu oui faire mais dur un du coup. choix que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Euh, bon, après, ça a été un choix, je vais pas dire que j'ai regretté, mais voilà, je me suis dit plusieurs fois pourquoi j'ai fait ça. Euh, et, euh, et on va dire que j'ai fait une croix sur un train de vie plutôt confortable pour un truc beaucoup plus précaire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Oui, mais je crois que ça aussi c'est important de le dire. C'est très important de pas oublier quand on est à l'extérieur comme ça et qu'on voit des gens qui ont du succès. On a tendance à penser que tout a roulé pour eux et que tout s'est déroulé de manière fluide et facile. Je crois que c'est important de rappeler que non, que que tu as eu des moments difficiles, que tu as énormément travaillé, Mm, qu'il y a vraiment eu voilà, des moments où... putain quoi. Et, et que ça, c'est aussi une leçon. C'est une leçon qu'il faut pas oublier. En se disant, bah voilà, nous, il faut que on se dise, bah oui, mais c'est ok aussi d'avoir des moments où on galère et qu'on n'a rien sans rien et qu'il faut bosser parce que rien tombe tout cru. C'est voilà. mm. Je pense que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut se rappeler même si c'est pas une bonne nouvelle. Désolé, j'aimerais vous dire que tout va vous tomber tout cuit, mais malheureusement je connais personne à qui c'est arrivé. Si tu en connais, tu peux nous dire, mais moi je n'en connais pas. Voilà.
Après, tu as toujours des exemples d'auteurs qui vont te dire: «Ah oui, j'ai envoyé un seul manuscrit et ça a tout de suite marché» et tu te Oui, dis: «Waouh, c'est extraordinaire», mais il y en a très peu, hein. il y en a très peu. Voilà, alors effectivement, je peux en citer deux. Il y en a sûrement d'autres. Mais ouais, c'est quand même une minorité. C'est une minorité. Mmh, Il va y avoir très peu d'exemples comme ça. La plupart des auteurs, bah, voilà, quand on envoie plein de trucs, non, peut-être, on verra. Voilà, c'est mmh, c'est long, c'est difficile. J'ai vu plein de gens se décourager. J'ai vu plein de gens se décourager. Dire ouais, ouais, moi ça fait tant de temps que je cherche, j'en ai marre, machin. Et je comprends aussi. Je comprends, c'est mmh, vachement dur. C'est vachement dur. Et puis on cesse jamais de se poser des questions parce que quand un truc marche pas ou qu'on se dit que ça fait trop longtemps, je mets ça entre guillemets hein, parce que c'est du ressenti, trop longtemps que qu'on n'y arrive pas, qu'on sort pas la tête de l'eau ou qu'on n'a pas le résultat qu'on avait espéré, et ben fatalement on va commencer à douter de soi-même, à dire qu'on est nul, que c'est tout pourri, qu'on n'y arrivera jamais, que tout ça, tout ça. ouais, Donc ouais, ça c'est très difficile, surtout que ben, encore une fois, c'est une activité très solitaire et que on n'a pas forcément quelqu'un derrière soi pour dire mais non, c'est pas nul ce que tu fais, machin. Et autant, ben, si c'est votre maman qui dit ça, bon, ben, on relativise, on se dit oui, mais maman, c'est normal que tu dises que c'est bien. oui, oui, c'est sûr. Voilà. Donc c'est vrai que j'espère qu'à l'avenir, l'activité d'agent se développera en France parce que j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui peut être tellement, tellement un plus pour les auteurs en France, quoi. T'as eu le même feeling quand t'as envoyé tes 60 CV? Oui, totalement. Totalement, ne t'inquiète pas, j'ai tellement vécu ça. Voilà, je sais, je sais ce que c'est, voilà, oui, tout à fait. Et coucou David. Ouais, ouais, c'est très très dur. Et on se sent très seul et on se sent très nul. Et c'est très difficile. Mmh. Et il faut pas se décourager, et ça c'est encore plus difficile. Et puis il y a un moment où on en a marre d'entendre qu'il faut pas se décourager. Et oui, non, mais C'est normal. ouais, C'est normal, ouais, ouais. J'espère vraiment. Cette histoire d'agent, et surtout l'expérience que tu nous racontes, c'est vrai que je me dis, waouh, quand même, de pouvoir avoir quelqu'un qui est dans le milieu, qui connaît les éditeurs, qui travaille avec eux, tout ça, donc qui peut apporter cet éclairage. C'est presque comme discuter avec un éditeur. Et ben, mmh, c'est tellement un plus parce que tu vas pouvoir avoir des conseils éditoriaux alors que tu es en pleine phase d'écriture. Je trouve que c'est incroyable. mmh. Mi-coach, mi-agent. Ouais, quelqu'un qui croit en nous et qui a les contacts exactement l'alchimiste. C'est ça. Ouais, non, mais c'est vraiment un plus, et puis tu sais que si tu as le moindre souci, il y a cette personne en backup, quoi. Ouais, ça c'est incroyable. Je trouve que c'est incroyable. Vraiment, j'espère, je croise les doigts pour qu'à l'avenir, cette activité se développe. Parce que Ouais, je pense il en faut beaucoup plus. Et encore, bon, on n'a pas du tout évoqué tout le travail qui est fait quand un contrat est signé, parce que l'agent, à ce moment-là, fait un travail incroyable qui soulage énormément l'auteur. Parce que, voilà, ah oui, d'habitude, c'est à nous de faire tout ce boulot de lecture et de discussion, négociation. négociation, voilà, tout ça. Et ça, c'est tellement difficile aussi. Franchement, voilà. Alléluia les agents, quoi. Je ne sais pas où vous Ouais. êtes, mais montrez-vous, montrez-vous. On vous aime, en fait. Voilà. C'était mon message. Bon, allez, ça fait un moment qu'on discute. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses que j'ai oublié, que tu veux dire? Une question que j'ai pas posée, peut-être. Ah, je sais pas. Après, on pourrait en discuter Non, pendant moi, des j'ai heures, hein. pas. Ben ouais. Non, moi, j'ai pas de. Le Toi, tu as souci, l'impression de m'avoir posé toutes tes questions?
Oh bah tu sais, moi je fais jamais une très grosse liste, c'est surtout au fur et à mesure que tu dis des choses et que voilà, ça me parle. Que dit David? Le souci étant pour la personne d'avoir les retours à la hauteur, permettant de continuer. Oui, oui, oui. C'est, il faut avoir le bon interlocuteur. Il faut avoir le bon interlocuteur. Mais Oui. écoute, moi je pense que on est arrivé au stade de la réclame. Voilà, à la fin, Ah, je propose toujours à l'invité de faire sa petite publicité. Alors soit tu parles de ton dernier livre ou celui que tu veux vendre le plus ou je ne sais pas. Voilà, c'est le moment publicité. Vas-y. bah là, j'ai sorti 2 romans en juin. J'en ai sorti un qui s'appelle No Sex Club, qui est du feel good pour ados contemporain, donc rien à voir avec la littérature de l'imaginaire, et qui parle du rapport au sexe des ados, ou plutôt du rapport à l'absence de sexe. Voilà, c'est un livre que j'ai pris énormément de plaisir à écrire et que je trouve très important. Et j'en ai sorti un deuxième qui est un livre dont vous êtes le héros, qui s'appelle Urbex Mortel. C'est un urbex dans un manoir hanté qui tourne mal, avec beaucoup de meurtres à l'intérieur. Et c'est vous qui faites des choix pour sauver plus ou moins de personnages. Voilà, c'est mes deux petites actualités. Euh, Parfait et pour donc, bah, Halloween. si ça vous intéresse. Pour Halloween, Urbex Mortel, c'est pas mal, ouais. Voilà. Une petite soirée J'avoue que là, c'est pas mal. avec un pumpkin latte et... C'est clair. Ah, voilà. C'est l'achat de l'automne, ça. Allez-y. C'est la Exactement. saison, hein. Mm. Eh ben super. Je trouve ça vraiment Voilà. fantastique. Voilà. Si t'as un petit mot de la fin, n'hésite pas. Quelque chose que tu veux dire. Euh, Ben, là, je vais faire quelques petits salons. Ce week-end, je serai à côté de Bordeaux, à Bègles, dans un tout nouveau salon qui s'appelle Les Nouveaux Rendez-vous de Terre-Neuve, en dédicace. Et je serai aux Aventuriales à Ménétrol, donc en Auvergne, le 23 et 24 septembre. Et j'ai la chance d'être la marraine de ce festival, qui est un super festival d'imaginaire. Donc, s'il y en a qui sont dans le coin ou qui ont envie d'y aller, vraiment, je conseille ce festival. Super. Et on n'oublie pas qu'on peut te retrouver sur Instagram. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te retrouver? Et bien, sur Blue Sky, Ah ah ah. puisque j'arrête Twitter, hein, ça y est, c'est fini. Mais oui, sur Insta, sur Blue Sky et sur TikTok, mais je fais pas grand-chose en ce moment sur TikTok, mais j'aime bien TikTok. D'accord, très bien. Voilà, Et bien voilà, vous pouvez suivre Betty sur tous ses réseaux. Et, et voilà, et suivre ses actus et savoir quel est le prochain roman qu'elle aura réussi à caser chez un éditeur. tout à fait. Le Voilà, suspense est à son comble. oui, tout à fait. Pour tout savoir de ses aventures éditoriales, suivez-la sur les réseaux. Exactement. Je vous remercie tous d'avoir été là, je vous fais plein de gros bisous. Bien aimé ton murder à Rennes. Ah, ben écoute, voilà, le message est passé, l'alchimiste. Ah, la Murder Party? Ouais, je pense que c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Donc c'était un message Cool. d'amour, t'as vu pour la fin, un message d'amour. Hop, C'est beau. voilà, love bombing. Des bisous de la P4, oui, bisous, cœur sur vos manettes. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous donne rendez-vous, alors évidemment, samedi pour le live ChatGPT. N'oubliez pas que ChatGPT fait de la merde et écrit comme un cul. Et on vous le prouve tous les samedis. Et ensuite, rendez-vous dimanche pour une autre interview avec Fran Basile. Voilà, ça va être de la balle, c'est tout ce que j'ai Ah. à dire. Plein de gros bisous tout le monde et à la prochaine.